Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est de comprendre avec vous comment se créent et grandissent les plus belles histoires de la French Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tanguy Touffu, cofondateur et CEO de Descartes Underwriting, InsurTech spécialisé sur l'assurance paramétrique des risques climatiques. Tanguy va nous parler de la genèse de son projet, des enjeux du risque climatique dans l'assurance, de sa récente levée de fonds, qu'il a propulsée dans la promotion 2022 du Next 40 et de son développement à l'international. Quelles ont été ses motivations pour monter une start-up qui va concurrencer les grands assureurs? Comment intégrer la notion de risque climatique dans son business model alors qu'il s'agit d'une donnée mouvante? Une levée à 120 millions d'euros en série B, une propulsion dans la promotion 2022 du Next 40, un développement international. Quels vont être ses prochains challenges? Nous explorons ces questions avec Tanguy au cours de cet épisode. Vous écoutez Grow Fast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. Donc clairement, il y a eu un ensemble de frustrations en tant qu'assureur par rapport à comment les clients étaient traités dans le monde de l'assurance. Donc clairement, je voulais aller au-delà de ça. On ne peut pas se cacher derrière l'incompréhension chez nous. Donc on a des profils qu'on ne trouvera pas tellement chez les assureurs, notamment des météorologues, des climatologues. Par rapport à notre approche qui est dite paramétrique, c'est qu'il y aura une transparence totale. Donc il n'y a pas de litige en fait. D'accord. On n'est jamais sur une logique où on passe par les avocats. Bonjour Tanguy. Bonjour, merci Donc, pour l'invitation. Très heureux de pouvoir échanger avec vous. Donc c'est vrai que Descartes Underwriting est une InsurTech qui est apparue en fait sur nos écrans pour les moins connaisseurs. On vous connaissait pas encore. Vous avez défrayé la chronique avec des levées significatives, mais au-delà de cette logique de levée, est-ce que déjà on peut un peu mieux vous connaître et peut-être que vous pourriez vous présenter et nous raconter en quelques mots votre parcours? Bien sûr. Pour l'entreprise, peut-être pour commencer. Pour l'entreprise, peut-être l'elevator pitch en 1 minute pour bien positionner en fait le métier de Descartes Underwriting. Très bien. Descartes, c'est une entreprise effectivement qui est encore assez jeune, qui a un peu plus de 3 ans, qui travaille sur les grands risques. Donc dans le jargon assurantiel, les grands risques, c'est les grandes entreprises. On est plutôt concentré sur les risques dits naturels. Donc ça englobe aussi bien des inondations, des feux de forêt, des tsunamis, des tremblements de terre, de la grêle, tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde climatique et tremblements de terre. On a la spécificité d'être une petite multinationale, puisqu'aujourd'hui on a des bureaux, on en a 4 aux États-Unis, on en a 3, bientôt 4 en Europe, on en a 2, bientôt 3 en Asie. Donc on a une croissance assez forte. Et on a beaucoup de mathématiciens talentueux qui cherchent à mieux comprendre justement l'impact du changement climatique sur la fréquence et l'intensité des événements naturels. Très bien. Donc là, on comprend déjà un peu mieux ce que fait Descartes Underwriting. Si on parle un petit peu de votre parcours, donc avant de créer la société, vous étiez vous-même dans un grand assureur. Mm-hmm. Vous avez déjà réfléchi à ce sujet-là. Comment s'est passée la transition entre votre vie d'avant et de votre vie d'après? Qu'est-ce qui vous a fait basculer finalement dans le monde de l'entrepreneuriat? Oui, si je reprends l'histoire encore quelques années auparavant, moi j'ai commencé en fait dans le conseil en stratégie, mais pour des assureurs et des banques. Assez rapidement, j'ai trouvé le secteur de l'assurance passionnant. C'est un secteur qui souvent est déconsidéré par les jeunes qui démarrent sur le marché de l'emploi, mais qui a un marché qui est passionnant. C'est aussi un secteur qui est profondément en transformation et qui a une raison d'être noble. Donc ça a coché beaucoup de cases. Après quelques années dans le conseil, j'ai basculé effectivement, j'ai eu la chance de rejoindre un grand groupe d'assurance qui m'a permis d'avoir une bonne compréhension de comment fonctionnait l'entièreté de la chaîne de valeur dans l'assurance, et pas seulement en France mais dans le monde entier. Et j'ai pu effectivement apprendre beaucoup. Après, dans les grands groupes, il y a beaucoup d'avantages. Il y a aussi des inconvénients sur la capacité à pouvoir vraiment être disruptif, à pouvoir franchir un certain nombre d'étapes. On doit respecter beaucoup de règles. Et évidemment, si on veut créer un nouvel acteur, il faut se débarrasser de beaucoup de règles établies, beaucoup de conventions, et remettre en question des schémas qui sont pourtant validés et approuvés depuis des décennies. Donc globalement, à un moment donné, vous étiez à l'intérieur de cette grande entreprise, vous aviez en tête déjà cette idée en fait de couvrir le risque climatique différemment, parce que
En fait, si on comprend bien le sujet, aujourd'hui, des grandes entreprises sont confrontées à ces risques climatiques qui sont malheureusement de plus en plus fréquents, compte tenu de plein de phénomènes. Votre diagnostic à l'époque, c'est qu'ils étaient mal couverts, qu'ils étaient mal remboursés, qu'ils étaient mal pricés. Quelle était en fait la genèse justement du projet? Quel était le point, l'épine du pied que vous vouliez enlever aux grandes entreprises? Si on parle des différentes douleurs, en fait, on peut prendre plusieurs prismes. Si on commence par le client dans l'assurance, c'est une frustration qui est valable aussi bien pour les particuliers, les PME que les grands groupes. Il y a toujours un manque de transparence, même pour quelqu'un comme moi qui baigne dans l'assurance depuis des années. Je suis toujours surpris par la complexité des contrats d'assurance. C'est encore plus le cas pour les grandes entreprises. Ensuite, il y a clairement un sujet de modèle économique. Aujourd'hui, quand vous donnez 100 à votre assureur, vous en récupérez 70. Donc, il y a 30% de confectionnels. C'est une industrie qui, globalement, est assez peu efficiente et qui est assez peu connue de rupture par rapport à d'autres industries comme même la banque. Il y a un vrai sujet aussi de capacité à payer rapidement en cas de sinistre. Sur mon segment, donc les grandes entreprises, on va attendre en moyenne 550 jours entre le moment de la déclaration et le moment du paiement. Donc clairement, il y a eu un ensemble de frustrations en tant qu'assureur par rapport à comment les clients étaient traités dans le monde de l'assurance. Et sur ces 550 jours, on parle quand même de gros projets. Donc, on imagine que dedans, il y a l'intervention d'avocats, peut-être d'échanges, etc. Donc, des gestionnaires sinistres, évidemment, des avocats. Donc, c'est souvent une logique de litige. On passe souvent par des tribunaux pour réussir à déterminer le montant du sinistre. Donc, c'est une logique aussi qui est assez conflictuelle. C'est l'assureur va vouloir attaquer son client et l'assuré va vouloir attaquer son assureur. Donc, clairement, je voulais aller au-delà de ça. Et comme vous l'avez dit, en plus, il y a d'autres prismes qui sont ceux notamment du changement climatique qui conduisent à une augmentation exponentielle de cette fréquence d'événements extrêmes. Donc, si on prend, par exemple, les feux de forêt ou des inondations, on est quand même sur un rapport de 1,4 à 1,5 sur 50 ans. Donc on n'est pas sur quelque chose qui va arriver dans un siècle, on est vraiment sur quelque chose qui a déjà commencé à évoluer de manière extrêmement forte. Et ça a deux implications. Un, c'est qu'il faut mieux couvrir les clients. Et deux, c'est qu'il faut aussi revoir la façon dont l'assurance est tarifée. Aujourd'hui, c'est une approche qui est toujours très traditionnelle et très rétroviseur. C'est-à-dire que c'est une approche actuarielle, on va regarder les années précédentes, les 10, 20, 50 années précédentes, et on va détendancer. Donc on va appliquer des tendances pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Évidemment, quand on est sur un choc aussi brutal, sur un multiple de 1 à 5 sur 50 ans, cette vision rétroviseur va pas fonctionner. On va rater, par exemple, le fait que dans les pays nordiques, on va avoir de plus en plus des feux de forêt. C'est quelque chose qui est contre-intuitif, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas observé, en fait, de feux de forêt massifs. On l'a observé en Australie, on l'a observé dans l'Oregon, en Californie, mais c'est des choses qui vont se produire. Donc, il faut réussir à passer d'une logique statistique, stochastique du monde, à une logique qui est physique. Donc, il faut modéliser à partir de paramètres qui sont la température, qui vont être la vitesse du vent à différentes altitudes, qui vont être potentiellement aussi, ça va être les émissions, enfin les radiations émises par les plantes lors de la photosynthèse. Ça va être des sujets qui vont être potentiellement la hauteur des océans, la température en surface des océans. Il y a beaucoup de paramètres physiques qu'on va pouvoir considérer et qui vont nous permettre de comprendre des choses, les modéliser avant même qu'elles ne surviennent. C'est une approche qui est beaucoup plus ambitieuse et qui est beaucoup plus orientée données. D'accord, donc du coup, on passe des assurances en fait qui sont statistiques, qui regardent le passé, vers du paramétrique, puisque vous êtes une assurance paramétrique, et du coup, vous avez créé en fait des modèles prédictifs qui mélangent à la fois des données froides et des données chaudes, c'est-à-dire que j'imagine que dans vos modèles, vous prenez un état à aujourd'hui et vous essayez de le mélanger avec un état futur en faisant des comparaisons, et du coup, ça vous donne un modèle de pricing, ou c'est un modèle de probabilité qui vous donne en fait un modèle de survenance d'événements? Comment ça marche? On va être plutôt sur une logique, on va pas prédire la météo à horizon 15 jours, 3 semaines. En revanche, on va effectivement changer les probabilités qui sont déterminées en fonction. Alors, ce que vous appelez données chaudes, ça va être effectivement des données observées en temps réel qui vont compléter en fait les données qu'on pourra avoir sur le passé, mais qui vont nous permettre de modéliser finalement des événements qui sont fortement probables, mais qui n'ont jamais été observés. Ça peut être aussi bien, effectivement, encore une fois, des inondations qui n'ont jamais été observées. Ça peut être tout simplement des sujets de feux de forêt, effectivement. Ça peut être aussi des orages de grêle qui peuvent potentiellement être de plus en plus fréquents dans certaines zones géographiques. On peut basculer, si on prend un des impacts du changement climatique, par exemple, sur tout ce qui est hurricanes aux États-Unis, on va avoir effectivement des événements qui vont plutôt être des événements hauts que des événements vent. C'est-à-dire que c'est pas tellement la vitesse du vent qui va
impliquer des grosses pertes. C'est plutôt le fait qu'il y aura une évaporation qui est très forte, liée au fait que les océans seront au-dessus de 26,6 degrés, qui vont faire qu'il y aura des torrents d'eau qui vont se déverser sur Houston, par exemple. Donc il y a clairement un changement en fait dans ce qui est en train de se passer à la fois en termes de fréquence, d'intensité, et en même temps il faut comprendre la vulnérabilité qui est aussi quelque chose qui est complètement mouvant. Et ça, des données physiques, donc vraiment des données sur la température, des données sur par exemple l'accélération du sol lors de tremblements de terre, nous permettent effectivement de mieux appréhender ce qui est en train de se passer. Et du coup, dans les points d'achoppement, en tout cas dans les choses que vous cherchiez à régler, donc le prix, du coup, votre prix, votre capacité à pricer est du coup plus pertinente par rapport à d'autres assurances que vous êtes en capacité de mieux prévoir, mieux prédire. Comment vous vous différenciez d'un Il y a plusieurs effectivement dimensions avec les données. Il y a une dimension de tarification. Il faut réussir à tarifer au plus juste. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de l'assurance qui se retirent du marché tout simplement en se disant on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et donc, tout simplement par prudence, on sort, on réduit les capacités. Après, il y a une vraie logique de comment on modernise l'offre de produits. Et vous avez parlé effectivement du terme paramétrique, qui est sans doute abscon pour beaucoup de personnes, même dans le monde de l'assurance. En fait, c'est pas du tout une fin en soi, c'est juste un moyen en fait de payer rapidement ses clients. Donc, on va par exemple utiliser, si on prend les feux de forêt, on va utiliser des images satellitaires qui vont combiner à des réseaux neuronaux, déterminer en fait les surfaces qui doivent être assurées et celles qui ne sont pas assurées, parce qu'on va se débarrasser des routes, on va se débarrasser typiquement des rivières, on va se débarrasser des forêts naturelles, et après on va pouvoir déterminer par satellite si la forêt est brûlée ou pas brûlée. On pourra même déterminer en fait les taux de recouvrement. C'est est-ce que la forêt est complètement brûlée ou est-ce qu'on peut encore récupérer une partie. Tout ça par satellite, et on arrivera effectivement à une granularité qui est de l'ordre de 10 mètres, et donc une précision qui sera bien supérieure à celle de régleurs sinistres qui seraient envoyés sur place. Donc on va assurer par exemple des exploitations, des plantations qui font des millions d'hectares. Si on envoyait des centaines de loss adjusters, ce serait extrêmement coûteux, et enfin des régleurs sinistres, pardon. Et ce serait effectivement avec un risque de base qui est assez important, donc un écart entre ce qui est vraiment observable et puis ce que les personnes vont pouvoir observer. Là, on va arriver avec une précision qui fait qu'il n'y a pas d'écart finalement entre ce que remontent les algorithmes et ce qui va être effectivement vraiment subi par le client. Donc du coup, dans le terme InsurTech, évidemment, il y a la terminologie tech, et on voit bien en fait que dans votre approche, finalement, même si dans le métier traditionnel de l'assureur, on avait beaucoup d'actuaires, là aujourd'hui, dans vos équipes, donc vous avez fait une très grosse levée, en fait, un peu plus de 100 millions d'euros il y a quelques mois. Quelle est la répartition des ressources? Alors, j'ai lu des chiffres sur vos effectifs, mais j'ai l'impression que ça a grandi tellement vite. Vous étiez un peu plus d'une soixantaine. Je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui. 85. 85, voilà. Donc, ça augmente à une vitesse folle. Le gros des équipes est porté. Donc, vous étiez présent sur les 5 continents, mais globalement, la partie tech dans vos équipes, elle représente combien de... C'est vraiment le gros morceau. C'est-à-dire que si on prend les data scientists, les software engineers et les DevOps, on va avoir plus de 60 personnes sur les 85. Le reste étant des gens qui vont travailler avec des courtiers pour distribuer nos produits. On est sur un segment où les courtiers ont 100% du marché de distribution. Et donc, c'est des alliés avec lesquels on travaille, avec lesquels on innove. Donc, c'est vraiment un travail partenarial. Mais le gros de nos troupes, c'est vraiment des gens qui sont sur la modélisation. Donc, on a des profils qu'on trouvera pas tellement chez les assureurs, notamment des météorologues, des climatologues. Des profils aussi très DevOps qui sont très rares, comme les software engineers chez les boîtes d'assurance, et des profils qui vont être des data scientists qui peuvent ressembler à des actuaires. Mais en général, on va s'assurer qu'ils ont aussi une spécialité effectivement dans le domaine climatique. D'accord. Donc là, on comprend votre univers, votre propre métier finalement. Vous n'êtes pas votre propre assureur. Donc, si on reprend la chaîne de valeur, aujourd'hui, vous êtes en capacité en fait de créer des supports. Si je résume un peu la proposition de valeur, des supports qui permettent en fait de mieux cibler le risque, d'accélérer le cas échéant le remboursement. Pour autant, j'imagine que vous travaillez avec des gros assureurs qui supportent en fait, qui sont votre backup. En tout cas, c'est dans ce métier-là. Vous faites du courtage, quoi. Comment vous vous situez dans la chaîne de valeur? Alors, dans la chaîne de valeur, effectivement, il faut bien comprendre qu'il y a une partie distribution où là, c'est clairement les courtiers qui sont nos partenaires de toute taille. Hein, les plus grands et les plus petits sont nos partenaires. Ensuite, il y a tout ce qui est création et tarification du produit. C'est ce qu'on fait nous. Et ensuite, il y a le portage du risque. Et là-dessus, on a plus d'une dizaine en fait d'assureurs et réassureurs et de fonds de gestion d'actifs qui vont en fait porter le risque. C'est-à-dire que en cas de sinistre, c'est sur leur bilan que ça va être prélevé.
Donc on va avoir un accord en fait de souscription avec eux. Donc on va souscrire en leur nom. Ce qui fait que pour le client, c'est complètement invisible. Mais effectivement, on pourra s'appuyer sur des acteurs qui ont des bilans de plusieurs dizaines de milliards, pour certains d'entre eux au-delà de la centaine de milliards en fait de dollars d'actifs. Donc qui permettent effectivement d'avoir une solidité financière qui est importante. Sachant qu'on travaille pour des grandes multinationales, donc c'est un sujet qui est évidemment très important pour elles. Et donc du coup, donc une grande entreprise pour pouvoir souscrire un de vos contrats, du coup c'est vis-à-vis de vous en fait qu'elle va le souscrire ou via la grande assurance? Vis-à-vis de nous. D'accord. Après, effectivement, on va pouvoir déclencher, on va avoir un rôle d'agent calculateur dans le contrat qui permettra de déclencher en fait le paiement du sinistre. Aujourd'hui, donc, on parle beaucoup d'ailleurs le troisième rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques mois. C'est vrai qu'on est tous assez attentifs à cette courbe en fait du réchauffement climatique. Et donc, dans le bilan des entreprises, c'est un risque qui ne cesse d'augmenter. Quel est votre retour marché sur cette prise de conscience que d'un côté, on voit en fait ce monde de l'assurance qui se préoccupe des conséquences, mais dans le même temps, sur vos interactions aujourd'hui avec les grands groupes, sur cette prise de conscience du réchauffement, est-ce qu'ils l'intègrent? Est-ce qu'il y a des calculs de risque qui se font en disant globalement, il faut qu'on soit peut-être plus responsable par rapport à nos actes, par rapport aux risques qu'on arrive maintenant un peu mieux pricés? En fait, je vais envie de dire qu'il y a deux horizons de temps assez différents. Ça a été très rapide et c'était très lent. C'est évidemment trop lent par rapport à l'enjeu humanitaire et politique. Et en même temps, ça a été extrêmement rapide. C'est-à-dire que en l'espace de 10 ans, c'est un sujet qui me passionne depuis plus de 10 ans. Il y a encore 10 ans, j'allais à des conférences où j'avais toujours droit à des climato-sceptiques à la fin de la conférence et ça finissait en pugilat. Depuis 4-5 ans, ça n'existe plus. Il y a éventuellement des gens qui peuvent discuter de l'impact de l'homme sur ce changement climatique-là, mais il n'y a plus de débat sur le fait qu'il y a vraiment un changement. Donc il y a déjà eu un progrès immense qui a été fait, mais c'est vraiment depuis, j'ai envie de dire, 3 ans où on commence vraiment à avoir un basculement. Dans le monde de l'assurance, ça a été un basculement qui était lié essentiellement sur les investissements, le fait que les grands groupes d'assurance qui représentent dans beaucoup de pays 40% des govies, donc c'est quand même ceux qui financent finalement les gouvernements. Il y a eu vraiment une volonté d'aller vers des énergies vertes. Il y a eu une volonté effectivement de sortir de tout ce qui était charbon. Donc il y a eu un premier basculement qui était plutôt un basculement investissement. Il y a un peu moins de temps un basculement côté souscription, où clairement des gros acteurs ont décidé de sortir évidemment de l'assurance on va dire d'énergie fortement émettrice de carbone, mais ça reste encore un peu timide parce que c'est très compliqué, cette transition-là elle est assez pénible. Nous, de notre côté, clairement, on a une stratégie effectivement où on peut pas travailler pour des énergies qui soient pas propres. Donc, on peut éventuellement travailler avec des acteurs qui ont une part de leur activité qui serait potentiellement sur des secteurs encore traditionnels. Mais en revanche, on va assurer dans ce cas-là les éoliennes, on va assurer effectivement les panneaux photovoltaïques. On va être concentré sur comment on les aide à transitionner. D'accord. Donc, vous appliquez une propre éthique en fait. Alors, on n'a pas encore parlé de votre raison d'être, en tout cas des engagements en fait que vous pourriez avoir sur le sujet. Mais là déjà, on voit que dans vos convictions, vous n'allez assurer que des entreprises qui ont une conscience, entre guillemets, ou en tout cas une forme de conscience. Voilà. Tout à fait. Enfin, il faut accompagner. Enfin, c'est un effort qui est extrêmement, il y a une inertie qui est folle. Hein. Même si on arrêtait tout aujourd'hui, on a encore pour 10 ans. Bien sûr. Donc c'est quelque chose qu'il faut traiter. On peut pas se cacher derrière l'incompréhension chez nous, parce qu'on a des gens effectivement qui sont des gens qui ont fait des études dans le domaine, donc on a conscience du dérèglement et à quel point il est rapide et violent. Donc on n'a absolument aucune excuse pour ne pas agir. Donc c'est certain que on doit être cohérent avec nous-mêmes et donc accepter de ne pas faire d'affaires dans certains pays ou dans certains secteurs pour rester cohérent avec notre entreprise, notre culture, notre raison d'être. Globalement, vous dites en fait, ce serait peut-être trop facile pour une entreprise qui serait pas citoyenne entre guillemets au sens citoyen du monde par rapport à ces sujets-là, d'avoir en fait des grosses primes d'assurance et qui finalement pourraient en fait se permettre de continuer à ne pas être responsable et s'assurer énormément et finalement Aujourd'hui, il y a encore effectivement beaucoup d'acteurs de l'assurance qui vont assurer d'une façon ou d'une autre des acteurs qui sont pas des acteurs qu'on pourrait considérer comme vertueux
responsable, tout à fait. Et si on vient justement sur vos convictions chez Descartes Underwriting, sur ce sujet en fait qu'on appelle RSE, Sustainability, est-ce que vous avez déjà en fait travaillé sur votre raison d'être, ou est-ce que vous avez, je sais pas, regardé si c'était Bicorp, parce que ce sont des sujets qui vous inspirent, en tout cas qui mobilisent votre codir, votre direction? Je pense que c'est un chantier qui ne s'arrêtera jamais. Donc on a commencé effectivement à mettre un certain nombre d'actions en œuvre. Je pense que ce qui était le plus évident dans le monde de l'assurance, c'est vraiment qu'est-ce qu'on décide de souscrire et pas souscrire. C'est une première étape. Ensuite, il y a vraiment une question de qu'est-ce qu'on va essayer d'encourager aussi dans nos marchés. Donc clairement, on est par exemple très fort sur tout ce qui est couverture de parcs photovoltaïques sur des sujets grêles. Si vous avez un orage de grêle sur un plateau photovoltaïque, que ce soit en France, on a des acteurs français dans le portefeuille, des acteurs US, c'est un sujet qui est majeur. Tout ce qui est assurance du manque de productibles, donc du manque de vent pour les éoliennes, c'est un sujet qui est majeur aussi, notamment en Asie. Si on regarde effectivement qui sont les grands acteurs en fait de l'éolien, les acteurs chinois dominent le classement du top 20. Hein, c'est quasiment l'exclusivité du top 20. C'est pas l'exclusivité, mais pas loin. Hein. Donc clairement, on est aussi très présent dans des pays comme le Vietnam sur ces sujets-là. Donc c'est clairement une volonté d'aller chercher en fait des clients qui ont un rôle dans cette transition-là. D'accord. Donc on disait tout à l'heure que vous avez fait une série B de 120 millions d'euros. Quelles sont les ambitions en fait? On a parlé tout à l'heure des recrutements, donc vous êtes un peu plus de 80. J'imagine que la guerre des talents, elle est importante. Voilà, comment vous projetez en fait Descartes Underwriting dans les prochains mois? À quoi va servir en fait cet argent-là? Oui, alors il y a évidemment un gros sujet tech, hein, construire la plateforme tech, et ça passe par plus de recrutement. Clairement, le secteur InsurTech est moins, on va dire, attractif pour des jeunes diplômés que le secteur Climate Tech. Donc, on a la chance d'être dans les deux. Et donc, c'est plutôt le sujet Climate Tech qui nous permet de recruter des talents que le sujet AssureTech. Ensuite, il y a quand même notre plateforme mondiale. Donc, j'ai parlé des bureaux aux États-Unis, des bureaux en Asie, des bureaux en Europe. On va continuer à s'assurer qu'on aura une couverture, en fait, dans tous les grands hubs financiers. Ça, c'est essentiel pour nous. Sachant que sur les grandes entreprises, il y a à peu près 45% du marché mondial qui est aux États-Unis. D'accord. Donc clairement, on doit être beaucoup plus actif aux États-Unis. Donc on a 4 bureaux aujourd'hui, mais clairement, il faudra qu'on en ouvre d'autres. C'est des bureaux à quoi servent ces bureaux? C'est des bureaux qui font connaître la marque, qui sont en relation directe pour faire des évaluations de prix. Comment ça marche? On va être effectivement plutôt sur la représentation, donc sur une dimension commerciale. Donc c'est des gens qui vont échanger avec des courtiers en local. Mais il y a clairement aux États-Unis des différences majeures entre les États. Donc on ne pourra pas avoir quelqu'un qui est basé au Texas qui pourra couvrir New York et quelqu'un de New York qui pourra couvrir San Francisco. Donc il faut vraiment avoir des relais en local. En revanche, on arrive à centraliser toute la partie modélisation à Paris, même si on a une équipe qui a aujourd'hui on a plus de 20 nationalités, en fait juste à Paris. On a la chance de bénéficier en France d'un environnement tech très propice, notamment au niveau des visas. Donc on peut recruter à la fois des gens d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Asie en fait à Paris. À partir du moment où c'est les meilleurs et on arrive à justifier leur expertise, on peut les recruter très rapidement. Donc on va avoir une équipe multinationale qui va pouvoir parler plein de langues, qui parle déjà aujourd'hui beaucoup de langues à Paris, et on va laisser effectivement nos bureaux dans une logique de représentation commerciale. C'est vraiment la logique. D'accord. Donc, premier usage, grosse plateforme, recrutement pour augmenter l'équipe tech. Taille mondiale. Ensuite, on va aussi, on parlait de notre rôle dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on voit bien que les assureurs ont aussi des gros sujets d'optimisation de leur back-office, hein, de la partie émission de police, de gestion de la réassurance. Donc clairement, on va aussi investir pour accompagner nos partenaires dans la partie tech du back-office. Digitalisation du back-office. Voilà, donc ça va être vraiment la gestion des sinistres, l'émission des polices. Aujourd'hui, on voit bien que c'est sous-optimal et que finalement, il n'y a pas vraiment d'acteurs qui ont pu se débarrasser de leur héritage. C'est souvent des acteurs qui finalement sont encore très, je vais pas dire papier, mais pas loin de ça. Donc il y a un vrai défi qui est comment on modernise aussi les opérations pour continuer à gratter des points de ratio combiné, hein, donc réussir à redonner plus aux clients. Encore une fois, ce 70% qui est redonné aux clients, en moyenne, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Japon, c'est complètement inacceptable. Il faut qu'on arrive à améliorer l'équation économique et qu'il y ait moins de coûts frictionnels.
Tout à l'heure, vous indiquiez que en général, c'est 550 jours en fait pour être remboursé aux États-Unis. Donc, dans la mesure où vous êtes vous-même tributaire en fait un petit peu de cet écosystème, comment vous arrivez en fait à réduire ce délai? Vous avez parlé de la digitalisation, mais pour autant, comment on arrive en fait à avoir de meilleures interactions Tout à fait. Déjà, j'ai expliqué qu'il y avait des avantages forts, notamment par rapport à notre approche qui est dite paramétrique, c'est que il y aura une transparence totale. Il y aura pas un débat sur combien doit être payé. Donc le contrat est plus clair au départ. Donc il n'y a pas de litige en fait. On n'est jamais sur une logique où on passe par des avocats. Ensuite, le seul facteur qui pourrait éventuellement ralentir un peu le déclenchement du sinistre, c'est s'il y a un doute sur les données. Donc il y a toujours des différentes méthodes pour s'assurer que, par exemple, si un satellite explose, on a eu un cas il y a quelques années, par exemple, sur la NASA, qui était entre guillemets en grève suite à l'absence des paiements en fait des fonctionnaires américains sous l'égide de Trump. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu effectivement les services publics américains qui ont arrêté de fonctionner pendant une période très courte, mais la NASA a cessé effectivement d'émettre un certain nombre de rapports. Donc là, il faut évidemment avoir une technologie qui permette de basculer d'un satellite américain à un satellite européen. Donc il y a évidemment beaucoup de choses qui sont anticipées dans les contrats, mais clairement, à partir du moment où les données sont connues, il n'y a pas de débat sur combien doit être payé aux clients. Donc après, il peut y avoir des contraintes réglementaires qui sont, par exemple, le fait qu'en France, on peut pas forcer un client à être payé. On peut pas forcer un déclenchement. Il faut que le client fasse la déclaration et demande l'argent. Pour des questions aussi de bonus et de malus, on peut pas forcer quelqu'un à perdre un bonus en déclarant un sinistre. C'est un peu pour ça que ça a été fait. C'est pas malsain dans la construction, mais on peut pas non plus. Voilà, il y a beaucoup de sujets de blockchain dont on parle beaucoup dans l'assurance, mais il y a beaucoup de freins à la blockchain qui sont liés au fait qu'on peut pas forcer les clients à être payés. D'accord, très bien. Donc on voit bien à quoi va cet argent. Si on fait un petit point sur la partie talent, aujourd'hui, comme tout le monde, j'imagine que vous avez du mal à recruter. Que serait-il nécessaire de mettre en place en France pour avoir plus en fait de talent dans ce domaine de la tech, puisqu'en fait on fait pas mal de podcasts, finalement on a à peu près toujours les mêmes types de débats, une faiblesse en fait du nombre de profils, pas de la qualité mais du nombre. Je crois que vous avez fait une très grande école d'ingénieurs. Comment vous voyez-vous ce marché-là? Est-ce que le système éducatif français pourrait évoluer? Faut-il en fait, je sais pas, créer plus de bachelors en fait de machine learning versus en fait des cursus plus longs? Voilà, comment vous voyez le marché et comment surtout vous le voyez alors même que vous recrutez des gens à l'international aujourd'hui qui ont une double compétence en climatologie mais aussi en fait en tech et en machine learning? Alors, c'est un sujet qui est évidemment extrêmement complexe et qui peut mettre du temps à être mis en œuvre. Je pense qu'il y a un premier sujet qui est effectivement la formation des ingénieurs en France, où clairement, je vais pas rentrer dans le catastrophisme, mais clairement on sent qu'il y a eu un peu de baisse de niveau. Il faut être honnête avec nous-mêmes, qui j'espère sera rattrapé, compensé, mais clairement il faut qu'on continue à miser sur les mathématiques en France. Il y a eu un trou d'air récemment qui, je comprends, est en train d'être corrigé, mais clairement c'est un vrai trou d'air. Je pense qu'il y a un autre sujet qui est la formation continue, où clairement, si on parle des DevOps, les software engineers, les technologies évoluent perpétuellement. Donc on peut pas se cacher sur quelqu'un qui a eu un diplôme brillant il y a 10, 15, 20 ans. Il faut réussir à accompagner les gens dans la durée. Ensuite, moi j'ai la chance effectivement d'avoir une entreprise où on parle tous anglais et où en fait c'est la langue de travail. Donc on peut effectivement avoir beaucoup de talents étrangers en France qui n'ont pas besoin de parler français. C'est le cas de très peu d'entreprises dans la fintech ou la surtech en France. Donc on a cette chance de pouvoir puiser à l'étranger. Mais oui, effectivement, tous les pays sont confrontés à un problème de formation à la fois des software engineers, des DevOps, des mathématiciens en général. La France en fait partie. Il y a eu clairement des erreurs qui ont pu être commises dans un passé récent, qui sont en train d'être corrigées. Il va falloir qu'on mette le paquet. Il y a un vrai sujet aussi sur comment on fait pour féminiser les effectifs. Je pense que nous, on est aujourd'hui très bon. On arrive à avoir 40% de femmes data scientists, qui je pense est clairement dans vraiment le haut du panier. Maintenant, on forme pas assez de femmes ingénieurs en France. Les études scientifiques sont finalement pas suffisamment. Alors, je vais pas dire attractives, c'est pas le bon terme, mais on n'arrive pas à encourager des talents féminins sur tout ce qui est sciences dures. Il faut qu'on arrive c'est un réservoir de croissance incroyable. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à craquer ça.
Et par rapport au salaire, justement, dans la tech, on a beaucoup de débats. Bon, c'est compliqué de recruter des techs en France, mais aux États-Unis, en fait, c'est quasi mission impossible. Dans la Silicon Valley, c'est pour ça que ça se développe un peu au Texas et un peu ailleurs, dans des hubs différents, même si le Texas est devenu cher. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on fait des études, donc on fait une étude avec France Digital notamment, où on se rend compte que finalement, le coût du travail n'est pas forcément le principal frein, c'est peut-être la lourdeur, mais quand vous comparez justement des salaires de tech en France par rapport à d'autres pays, est-ce que vous pensez qu'on est au bon niveau? Faudrait-il en fait peut-être augmenter un peu les salaires des gens de la tech pour être encore plus attractifs? Comment vous voyez ce marché, ce point d'équilibre entre la rareté et le prix? Est-ce qu'en France, donc on a parlé de la rareté, sur les salaires qui sont proposés? Je pense que c'est très variable sur les profils. Je pense que le vrai sujet en France, c'est on va dire la rémunération des chercheurs. Ouais. Aujourd'hui, on a chez Descartes plusieurs personnes qui viennent par exemple du CNRS, où clairement c'est des gens brillants, mais qui avaient après des envies effectivement de faire des carrières universitaires, des carrières dans la recherche, et on peut comprendre que ça implique effectivement des rémunérations qui sont moindres. Mais quand on compare ces rémunérations-là avec des laboratoires de recherche aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni, on se rend compte qu'on est parfois sur des ratios de 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, voire parfois au-delà. Et clairement, ça pose des problèmes effectivement à la recherche française. Donc, il y a un basculement, je pense, de certains profils qui vont de la recherche publique à la recherche privée. Il peut y avoir une baisse de prestige pour certains d'entre eux, mais derrière, financièrement, effectivement, des gains qui sont incroyables. Donc, vous avez des doctorants, en fait, au sein de l'équipe. J'ai beaucoup de docteurs, effectivement. Ouais. J'ai un docteur, mais beaucoup de docteurs, donc des gens qui ont été déjà diplômés d'un doctorat. J'ai un doctorant avec Météo France, clairement, qui travaille sur les sujets grêle, qui vient de l'ENS. Hein. Et effectivement, j'ai pas mal de docteurs qui viennent de l'ENS, qui viennent éventuellement Polytechnique, qui viennent de grandes écoles d'ingénieurs, et puis des gens qui viennent de l'étranger, qui ont été aussi au CNRS en France. Voilà. Ok, très bien. Donc on a parlé de l'international. Est-ce qu'il y a des zones aujourd'hui où vous n'êtes pas assez présent? On a parlé des États-Unis, plus de 50% du marché, l'Asie. 45, mais 45, c'est quand même. Et puis on va pas faire des pronostics sur les croissances futures, mais on sent que les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, va sans doute mieux tenir le choc de la conjoncture actuelle avec l'énergie et puis la guerre en Ukraine que l'Europe. Donc clairement, ça restera une croissance forte aux US. L'Asie, clairement, est une des zones de croissance très fortes pour nous. Donc clairement, il faut qu'on accélère là-bas. Il y a clairement aujourd'hui un continent qui est en souffrance, qui est donc ce qu'on appelle le LATAM, où il y a eu beaucoup un contexte politique qui était compliqué pour beaucoup de pays. On pense souvent au Brésil, on peut penser aussi au Chili, on peut penser au Pérou. C'est des pays qui ont beaucoup souffert, y compris évidemment l'Argentine de la Covid-19. Donc c'est compliqué de trouver des points de chute aujourd'hui en Amérique latine qui soient solides. Le Mexique aussi est un pays qui est pas très attractif pour les entrepreneurs aujourd'hui. Nous on a trois Mexicaines, mais qui sont basées à Paris. Donc clairement c'est un continent qui est un peu abandonné. Sur l'Afrique, c'est un marché qui est minuscule aujourd'hui, mais sur lequel on est assez présent. Notamment on a annoncé récemment. On a donc payé un sinistre, notamment pour le gouvernement malgache, à Madagascar, qui est évidemment un des pays à la fois les plus pauvres et les plus vulnérables par rapport au changement climatique, parce qu'ils ont notamment beaucoup de cyclones tropicaux, de tempêtes tropicales qui peuvent les impacter. Ils en ont eu 2 en fait sur les 6 derniers mois, qui étaient vraiment d'une violence inhabituelle. Donc on a eu un sinistre effectivement avec un de nos clients partenaires qui est l'African Risk Capacity, qui est en fait un gros acteur qui travaille avec les gouvernements africains pour les aider à être plus résilients face au changement climatique, sur les sujets de sécheresse ou des sujets... Donc clairement l'Afrique est aussi un continent qui nous intéresse, mais c'est un continent qui reste petit. On a pas mal d'Africains aussi chez Descartes. On a un Togolais, on a beaucoup de Marocains, Algériens, Tunisiens. Donc c'est clairement aussi un continent qu'on laissera pas de côté. Mais si on regarde les grosses masses, c'est les États-Unis, l'Asie pour la croissance qui aujourd'hui est la plus forte du monde. Je pense Asie du Sud-Est, mais également évidemment la Chine. On a ouvert récemment un bureau à Hong Kong, donc c'est notre 3e bureau asiatique avec Singapour et Sydney. L'Australie étant aussi un pays qui est peut-être le pays le plus emblématique par rapport au changement climatique, parce qu'ils ont tout, les feux de forêt, ils ont aussi des inondations qui sont impressionnantes, ils ont des sécheresses, ils ont des vagues de froid aussi, ils ont du gel, hein, c'est des sujets qu'on méconnaît, mais ils ont des vagues de froid, et puis tout ce qui est cyclonique des deux côtés en fait. Hein. Et pour finir, est-ce que, on le souhaite pas, mais avec l'accélération du risque climatique, est-ce que finalement on pourra continuer à l'assurer ?
Alors, est-ce qu'on va pas basculer à un moment donné dans une forme de paradigme où il y en a tellement que finalement... Il y a effectivement une phrase qui a été sortie par Henri Decastre, donc ancien CEO d'AXA, qui est quelqu'un d'extrêmement charismatique, qui est un grand visionnaire du monde de l'assurance, sur le fait qu'on pouvait rentrer dans un monde inassurable. En fait, il fallait bien comprendre qu'est-ce qu'il entendait par là. Il y a plusieurs d'ailleurs façons de comprendre cette phrase. Aujourd'hui, c'est clair que le budget qui doit être alloué en fait à l'assurance climatique est en train d'exploser. On est vraiment sur une augmentation à 2 chiffres, et même en étant à 2 chiffres, on n'arrive pas à rattraper finalement les sinistres. Il y a un chiffre qui est intéressant pour comprendre là où on se situe aujourd'hui, c'est que la croissance des sinistres non assurés augmente plus fortement que les sinistres assurés. Donc même si le secteur de l'assurance continue à croître de manière importante, on croît toujours moins vite que finalement les sinistres qui sont pas assurés. Donc on est en train d'échouer juste à rattraper la tendance. Donc il y a clairement un effet où les gouvernements vont devoir évidemment plus protéger leur population. Il y a un vrai enjeu de prévention. C'est quelque chose aussi qui va de pair avec l'assurance. Hein. C'est bien de réparer quand on a un sinistre, mais si on peut réussir à bâtir des bâtiments qui sont plus résistants, si on peut réussir évidemment aussi à ralentir les émissions, voire idéalement plus que les réduire, hein, passer de les ralentir à les réduire fortement, ça va aider, mais clairement l'aspect financement va être un sujet qui va être essentiel pour le gouvernement. Très bien, écoutez, merci beaucoup, c'était passionnant. On est très heureux de vous avoir rencontré, avoir pu échanger sur ces sujets-là qui intéressent de plus en plus de monde. Merci bonne journée. Merci pour votre patience. Et retrouvez tous les épisodes de Gros Face Nawat sur toutes les plateformes de streaming.